Voici des erreurs très graves que vous devez absolument éviter de faire lorsque vous vous exprimez en anglais. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous traduirez le verbe réussir? Attention, je n'ai pas dit le nom, la réussite, mais plutôt le verbe. Donc vous ne direz pas success, qui est le nom. Et puis encore, il faut faire attention à la prononciation. Ça ne sera pas success, comme certains le disent, ou success. Surtout pas. Donc, le stress, l'accent est sur la deuxième syllabe, ça sera success. Et le son, ce n'est pas un A ou un O, mais plutôt un A, right? Success. Très bien. Ça, c'est le nom qui désigne la réussite ou le succès. Mais lorsque vous voulez dire réussir en anglais, vous direz probably have success? Non, surtout pas. Ça, c'est encore une erreur fréquente. Certains vont proposer cette traduction qui est assez littérale. C'est comme si vous disiez en français connaître, avoir du succès, n'est-ce pas? Non. Ici, vous utiliserez plutôt un seul mot. C'est un verbe. To succeed. Exactly. Now you've got it right. Donc, réussir, ça sera to succeed. Succeed in something. Alors, je vous donne un petit exercice. Comment est-ce que vous allez dire, par exemple, il a réussi son examen? Il y a plusieurs traductions. Il y en a une avec to pass, à laquelle vous avez certainement déjà pensé. Automatiquement, c'est ce qui vient. Réussir, pass, quand on parle d'examen. Mais vous pouvez aussi utiliser ce verbe. Attention à la préposition. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, proposez-moi une traduction avec succeed. Il a réussi son examen. Mais attention au contexte, parce que ce même verbe, succeed, se réfère aussi au fait de succéder à quelqu'un. On dira to succeed someone. Un autre terme, si vous voulez, je vous donne un phrasal verb, c'est to take over someone, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que vous direz il a succédé à son père? Alors ça, c'est un cas très grave parce qu'un simple verbe peut changer carrément le sens de la phrase. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut faire attention aux collocations, les expressions qui sont utilisées habituellement en anglais. Donc, il y a des verbes qui sont utilisés avec des noms spécifiques pour former des expressions qui ne sont pas toujours les mêmes combinaisons qu'on a en français. Par exemple, ici, une personne essaie de dire manifester, montrer de l'amour aux gens, à son entourage. Et la personne dit make love. Très grave. Très grave. Parce qu'en anglais, quand vous utilisez ce verbe make love, la première des choses à laquelle on pense automatiquement, ce sont les rapports sexuels. C'est ce que ça signifie. Donc faites très attention au verbe que vous utilisez. Ce que la personne veut dire ici, c'est to show love, n'est-ce pas? Exactly. Donc, juste ça, show love, c'est déjà bon comme traduction. Après, je peux vous donner d'autres termes tels que displaying, qui passent aussi dans ce contexte, mais on va dire surtout showing love. Et puis love, si vous voulez parler de l'amour qui est exprimé à travers des actions, des gestes, etc., ça sera surtout affection, right? Showing affection. Exactly. That's what you wanted to say here. Comment est-ce que vous direz les choses d'aujourd'hui, les choses qui sont d'actualité? Trends. Exactly. Vous avez certainement déjà entendu ce terme. Je pense que ça commence à devenir même un anglicisme. Trends. Vous direz trending things si vous voulez, ou tout simplement trends. Quand on dit something is trending, vous entendrez peut-être dans certains cas aussi on trend, mais donc trending typiquement, ça veut dire que c'est d'actualité. Mais comment est-ce que vous direz les actualités ou l'actualité? Alors ici, ça sera the news, n'est-ce pas? Exactly. Par exemple, le journal télévisé, c'est the news report. Et comment est-ce que vous direz un présentateur? Un présentateur de journal télévisé. It's a presenter. Et surtout pour les présentateurs de ce type d'émission, ça sera anchors, comme l'ancre d'un bateau. Anchor. C'est exactement ce terme que vous allez utiliser. Et comment est-ce que vous direz actualiser quelque chose? Par exemple, dans le langage de l'informatique, on parlera d'actualisation de systèmes, de logiciels, etc. Ça sera to update. Exactly. Si vous voulez l'utiliser comme un adjectif, ici, ça sera up to date. N'est-ce pas? Faites une phrase avec up to date. Attention, up to date qui est un adjectif. Et puis faites attention à l'orthographe. Donc je vous laisse faire une phrase avec up to date. Et si vous êtes encore plus inspiré, plus créatif, vous pouvez faire une seule phrase dans laquelle vous allez utiliser updates, up to date et news. Dans chacune de ces traductions, vous allez voir qu'en français, on aura le terme actualité ou actualiser ou mettre à jour, par exemple. Je ne sais pas si je vous ai donné ce terme, mais au fait, c'est la même chose. Quand on dit up to date, mise à jour, et donc mettre à jour, ça sera to update. À l'école, par exemple, quand vous voulez vous référer au fait de vous mettre à jour sur les autres, ça sera to update yourself. Certains diront update
my lessons. I need to update my lessons. Or you update yourself. That's the idea. Lors d'une conversation, quelqu'un me demandait la traduction du verbe licencier. La personne disait en contexte, je suis licencié. Comment est-ce que vous direz ça? Alors, faites attention au contexte. C'est vrai que être licencié, certains utiliseront cette expression pour se référer au fait d'avoir un diplôme. Alors là, moi, je dirais par extension, je n'utilise pas le verbe de cette manière généralement en français, mais apparemment, ce n'est pas problématique. Mais donc, licencier, dans un premier temps, c'est to fire ou to lay off, to dismiss. Tous les verbes qui vont dans ce sens. Il y en a une panoplie. Donc, vous direz I am fired. Si c'est licencié, donc le participe passé. Et donc, to fire someone or to dismiss someone. OK? Les noms, licenciement par exemple. C'est ça le terme en français. Le licenciement, ça sera dismissal. To dismiss, le verbe dismissal. On dira aussi lay off. Très bien. Maintenant que vous avez ces termes, je vous laisse faire une phrase en français dans laquelle vous allez utiliser l'un de ces différents termes. Comment est-ce que vous direz en anglais une lettre de démission? A resignation letter. Exactly. Donc, démissionner, en anglais, ça sera to resign. Attention à ne pas utiliser give up. To give up, c'est abandonner. Vous n'allez pas dire I gave up my job. Et puis là encore, si vous devez utiliser ce phrasal verb, ça sera I gave up on my job. J'ai abandonné mon travail. Et quand vous dites job, ce n'est pas forcément votre travail, ce que vous faites dans la vie. C'est quelque chose de temporaire. Et même au travail, on peut vous donner a job to do, right? Donc, il faut faire attention à ces petites nuances entre les différents verbes. Par exemple, my work, ça sera mon travail. Si vous voulez vous référer à votre lieu de travail, vous n'allez pas dire my work. Il est plus naturel de dire my workplace. I'm at my workplace. Ou I am at work. Vous voyez, on dira at work au travail et at my workplace si vous utilisez my. Et puisqu'on parlait du fait d'abandonner, comment est-ce que vous direz abandonner les cours, l'école? Ça sera to drop out of college, par exemple. Attention au terme college, qui ne signifie pas littéralement le collège, mais c'est plutôt l'université. Lorsqu'on dit college en anglais, on se réfère aux grandes écoles, au fait, ou à la limite les universités privées. Pour vous référer à une université publique, vous direz university. Tout simplement. Alors, en anglais américain, je ne sais pas si ce terme est toujours populaire, mais on entendait souvent varsity. Ça passe aussi, c'est pas mal. À présent, je vais vous donner un exercice un peu complexe, parce qu'on va appliquer ici une règle qu'on appelle le noun verbing. J'en ai souvent parlé sur mes plateformes. Voyons voir si vous vous souvenez de cette règle. Déjà, quand vous entendez noun verbing, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Comment direz-vous il a abandonné l'école? On dira par exemple college, pour se référer, attention, on ne parle pas littéralement du collège, du lycée, mais on parle des grandes écoles. C'est ça le concept de college en anglais, n'est-ce pas? Très bien. Donc, vous voulez dire ça, mais vous voulez utiliser le verbe. Bon, oui, le verbe normalement c'est to drop out, mais vous allez l'utiliser comme un nom. Voyons voir comment est-ce que vous allez introduire ce terme dans la phrase. Faites attention aussi à l'orthographe. Comment est-ce que vous direz il est incompréhensif en anglais? He is ununderstanding. Très bien. Donc, to understand. Comprendre, compréhensif. Understanding, on ne dira pas comprehensible. Comprehensible, déjà, c'est un terme assez rare, mais le terme qui se rapproche beaucoup plus, c'est comprehensive, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le même sens. Attention, comprehensive, c'est complet. On parlera par exemple de comprehensive study, une étude complète. Nous avons aussi le terme understandable, qui signifie compréhensible. Donc, quelque chose qu'on peut comprendre, n'est-ce pas? Ça sera un synonyme de comprehensible que nous avons vu tout à l'heure. Comprehensible is also understandable, but neither do they mean understanding, nor do they mean comprehensive. Il faut faire attention à ces petites nuances entre les différents termes qui sont parfois des faux amis. Lors d'une conversation en anglais, une personne essayait de dire « il est en instance de divorce ». Comment est-ce que vous traduirez cette notion d'instance de divorce? On dira en anglais « to go through ». Donc, he is going through a divorce. Exactly. C'est une traduction juridique. To go through something. On dira aussi undergo dans certains contextes. On dira par exemple to undergo a trial ou to undergo divorce proceedings. Comment est-ce que vous direz en anglais la crèche des enfants? On dira daycare. Exactly. You've got it right. Donc je vous laisse faire une phrase avec daycare. Ce petit bout de phrase peut sembler assez simple et très évident à traduire, mais certaines personnes struggle with it, luttent avec cette expression. Comment est-ce que vous direz? Pas nécessairement. Not necessarily. Exactly. Donc il ne faut pas confondre necessary, nécessaire, et necessarily, nécessairement. Not necessarily. Attention aussi à la prononciation. Necessarily. Necessary. Je vous laisse faire une phrase en commentaire avec necessary and necessarily. Comment traduire en anglais l'idée de mettre ou de fixer
des limites. Vous vous référez aux interactions interpersonnelles. Je dois fixer des limites. Pas forcément se fixer des limites en termes de ce que vous pouvez faire ou d'objectifs à atteindre. Dans ce cas, ça sera to set limits, mais fixer des limites imposées, on va dire. Des limites, mettre des frontières si vous voulez, ça sera to set boundaries. Exactly. Une frontière physique entre deux pays, c'est a border, n'est-ce pas? On peut dire toujours limit, mais le terme qu'on utilise naturellement, ça sera border. We share a border. Comment est-ce que vous allez traduire cette phrase en français?